Grayson Martin se tenait sur le seuil de la ferme, observant la femme qui le dévisageait de la tête aux pieds, comme si elle évaluait un cheval de trait au marché. Clara Whitmore n'était pas grande, mais elle se tenait droite, comme si elle pouvait arrêter un taureau enragé d'un seul regard. Ses cheveux sombres étaient rassemblés en un chignon pratique sur sa nuque, et quelques taches de rousseur ornaient l'arête de son nez. Un détail qu'elle ne considérait manifestement pas comme un atout. « Vous dites savoir réparer les clôtures ?» demanda-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Je sais le faire », répondit Grayson en s'efforçant de ne pas sourire. La dernière fois qu'il avait tenu un marteau, il avait 12 ans et m'aidait un vieux charpentier à réparer l'écurie du domaine de son père. Mais techniquement, cela comptait toujours comme de l'expérience. « Et vous avez travaillé avec des chevaux ?» Oui, c'était la vérité. Il passait beaucoup de temps dans les écuries de son père, bien que ce ne fût pas en tant qu'employé. Mais Clara n'avait pas besoin de le savoir. « Je ne pourrai vous payer qu'en nourriture et avec un toit sur la tête pour le premier mois, » dit-elle sans détour. « L'argent viendra après la vente de la récolte. Si récolte il y a. » Grayson hocha la tête. Il n'avait pas besoin d'argent. Il en avait assez pour acheter cette ferme, toute la ville de Silver Creek et quelques ranchs voisins en plus. Mais c'était précisément pour cela qu'il était ici, pour que personne ne sache qui il était vraiment. « Cela me convient, » dit-il. Clara plissa les yeux, cherchant manifestement à comprendre quel genre d'homme acceptait de travailler pour presque rien. Grayson voyait cette méfiance dans ses yeux bruns et comprit qu'il devrait gagner sa confiance par chacun de ses actes. « Très bien, » finit-elle par dire. « Vous commencerez demain à l'aube. La grange est là-bas. Vous trouverez un lit dans le fenil. Vous ne ronflez pas ? Je ne sais pas, » répondit honnêtement Grayson. Personne ne s'en est jamais plaint. Clara laissa échapper un petit grognement, un mélange de rire et de mécontentement, et se tourna vers la maison. Grayson la suivit du regard, remarquant sa démarche assurée, sans mouvement superflu, celle d'une personne habituée à tout faire seule et à n'attendre aucune aide. Sur le porche, elle se retourna. « Une dernière chose, » dit-elle. « Ici, c'est moi qui commande. Vous faites ce que je dis, quand je le dis. Si ça ne vous plaît pas, la route est libre. » « Compris. » Grayson hocha la tête, et Clara disparut à l'intérieur. La grange était vieille mais solide. À l'intérieur, une odeur de foin, de bois et de quelque chose d'autre flottait dans l'air. Peut-être le tempo passé. Grayson monta au fenil, où il découvrit un simple couchage fait de couvertures et un oreiller qui avait connu des jours meilleurs. Il s'assit sur le bord et regarda la maison de Clara à travers une fente entre les planches. Les fenêtres brillaient de la lueur chaude des lampes à pétrole, et il distingua sa silhouette se déplaçant à l'intérieur. 3 semaines plus tôt, il était à Boston, dans son manoir de Beacon Street, où les domestiques lui préparaient un petit déjeuner de 6 plats et où son tailleur venait à domicile pour prendre ses mesures. Son père, Charles Martin, propriétaire d'une compagnie de chemin de fer et de la moitié des mines de charbon de Pennsylvanie, organisait une autre réception à laquelle devaient assister toutes les personnes influentes, sénateurs, industriels, banquiers et leurs filles. Surtout leurs filles. Grayson se souvenait d'être resté dans son bureau, un verre de whisky à la main, écoutant les rires en bas. Des rires feints et calculés, de gens qui ne lui souriaient que parce que son nom de famille ouvrait des portes et des comptes en banque. À 32 ans, il réalisait qu'il ne connaissait personne qui lui parlait honnêtement. Tous voulaient obtenir quelque chose, un contrat, des relations, un siège au conseil d'administration, un mariage avantageux. Ce soir-là, son père lui avait présenté Victoria Chandler. Fille de banquier, éduquée dans les meilleures écoles d'Europe, parlant 4 langues et sachant jouer du piano. Elle était belle, cultivée et complètement insipide. Quand elle parlait, Grayson voyait le calcul dans ses yeux. Elle l'évaluait comme son père aurait évalué un investissement. Il était parti cette même nuit. Il laissa une note à son père, ne prit que ce qu'il pouvait emporter dans sa sacoche de sel
et monta dans le premier train en direction de l'ouest. À Kansas City, il vendit sa montre de luxe, acheta des vêtements simples, des bottes de travail et un cheval. Puis, il chevaucha pendant une semaine, jusqu'à atteindre Silver Creek, une petite ville à peine mentionnée sur les cartes. Ici, personne ne connaissait le nom des Martin. Personne ne le reconnaissait. Et quand il vit l'annonce sur le tableau d'affichage près du bureau de poste, quote 26 yards, il sut que c'était exactement ce dont il avait besoin. Grayson s'allongea sur le foin et ferma les yeux. Demain commencerait sa nouvelle vie. Une vie de simple ouvrier, gagnant son pain à la sueur de son front. Une vie sans faux semblant ni masque. Il ne savait pas encore à quel point il serait difficile de prétendre être pauvre après avoir été riche toute sa vie. Il ignorait que les ampoules aux mains n'étaient pas une simple image romantique, mais une douleur bien réelle. Et il ignorait qu'une femme, avec des taches de rousseur sur le nez et un regard déterminé, allait changer tout ce en quoi il avait toujours cru. L'aube arriva trop vite. Grayson fut réveillé par un son qu'il ne reconnut pas tout de suite. Le choc d'un seau contre un poteau en bois. Il descendit du fenil, sentant son corps endolori par ce lit inhabituellement dur, et sortit. L'air était frais. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est, se teintant de nuances pâles de rose et d'or. Clara était près du puits, en train de remonter de l'Ossio. Elle portait une simple robe de travail bleue, recouverte d'un tablier. Ses cheveux s'étaient toujours attachés, mais quelques mèches rebelles s'étaient échappées et tombaient en haut sur son visage. Elle ne le regardait pas, concentrée sur sa tâche. « Bien dormi ?» demanda-t-elle sans tourner la tête. « Très bien », mentit Grayson en s'approchant. Son dos lui faisait mal, son cou était raide, et il sentait chaque brin de foin sur lequel il avait dormi. « Aidez-moi à porter ça jusqu'à la maison, » dit-elle, en désignant 2 seaux pleins. « Ensuite, vous nourrirez les poules, vérifierez que les moutons ne se sont pas dispersés pendant la nuit, et vous réparerez la clôture du pâturage est. 3 planches sont cassées. Le bétail pourrait s'échapper. » Grayson prit les 2 seaux, s'efforçant de ne pas montrer qu'ils étaient de plus lourds que prévu. L'eau clapotait, se renversant sur ses bottes, et il fit de son mieux pour marcher droit. Clara le regarda avec une légère surprise, s'attendant sans doute à ce qu'il n'en prenne qu'un seul. « Vous êtes fort, fort, » remarqua-t-elle. « C'est une bonne chose. La force est nécessaire ici. » Ils arrivèrent à la maison, et Grayson posa les seaux sur le porche. Clara puisa de l'eau avec une tasse et la lui tendit. « Buvez, » dit-elle. « Il va faire chaud aujourd'hui, vous aurez besoin de beaucoup d'eau. » Grayson but. L'eau était froide, pure, avec un léger goût de métal provenant du seau. Il n'avait jamais rien bu de meilleur. « Les poules sont là-bas » indiqua Clara, en montrant un petit enclos près de la grange. « La nourriture est dans la remise, dans une caisse en bois. Donnez-leur une poignée de grains, ramassez les œufs. Faites attention, la poule noire a mauvais caractère. Elle donne des coups de bec. » Grayson hocha la tête et se dirigea vers le poulailler. Quand il ouvrit la porte, il fut accueilli par un chaos de plumes, de caquettements et de cris indignés. Les poules s'agitaient dans l'enclos, comme s'il était venu pour les égorger, et non pour les nourrir. Il trouva la caisse de grains, en prit une poignée, et la lança dans l'enclos. Les poules se jetèrent sur la nourriture, et Grayson commença prudemment à ramasser les œufs dans les nids. La poule noire, dans un coin, le fixait avec une expression qui laissait penser qu'elle méditait un meurtre. Quand il tendit la main vers son nid, elle lui donna un coup de bec si violent sur le poignet qu'il poussa un cri et retira sa main. « Maudite volaille !» marmonna-t-il en frottant la marque rouge sur sa peau. « Je vous avais prévenu qu'elle donnait des coups de bec !» fit la voix de Clara derrière lui. Grayson se retourna. Elle se tenait à l'entrée du poulailler, appuyée contre le montant de la porte, un léger sourire aux lèvres. « Il faut l'approcher de côté, » dit-elle en entrant. Comme ça, elle tendit la main vers la poule noire, avec des gestes lents et assurés. Et l'oiseau ne bougea même pas. Clara sortit 2 œufs du nid et les tendit à Grayson. « Elles sentent la peur, » expliqua-t-elle. « Si vous avez peur, elles attaquent. Si vous êtes fou et confiant,
Elle vous laisse tranquille. Je m'en souviendrai, dit Grayson en prenant les œufs, s'efforçant de ne pas regarder ses mains. Elles étaient petites mais fortes, avec des callosités sur les paumes et des ongles coupés courts. Les mains de quelqu'un qui travaille et le sang relâche. Clara sortit du poulailler, suivie par Grayson. Elle lui montra où se trouvaient les moutons, comment vérifier la clôture, où étaient rangés les outils. Elle parlait de manière concise, allant droit au but, sans perdre de temps en explications inutiles, quand une démonstration suffisait. Grayson l'observait et comprenait que cette femme ne se contentait pas de gérer une ferme. Elle la vivait. Chacun de ses gestes était précis, pratique, sans agitation. Elle savait où se trouvait chaque clou, se souvenait quel mouton boitait, quelle vache donnait moins de lait. C'était sa vie, et elle ne demandait pas d'aide. Elle l'acceptait, si cette aide se montrait digne d'elle. « Des questions » demanda-t-elle après avoir terminé ses instructions. « Non » répondit Grayson en secouant la tête. « Alors au travail. Le petit déjeuner est dans 2 heures. Ne soyez pas en retard. » Les 2 heures suivantes, Grayson les passa à essayer de comprendre comment réparer une clôture qui semblait avoir été construite à l'époque des premiers colons. Les planches étaient vieilles, desséchées, et les clous pénétraient dans le bois comme s'il était en pierre. Il se frappa le doigt avec le marteau dès la 2e minute et jura entre ses dents. À Boston, il avait un homme à tout faire qui réparait tout ce qui se cassait. Grayson n'avait jamais eu à tenir un marteau plus de 5 minutes. Maintenant, ses mains tremblaient sous l'effort. La sueur lui coulait dans les yeux, et son dos le faisait souffrir à cause de cette position inhabituelle. Mais il n'abandonna pas. Il enfonça le premier clou, puis le 2e, le 3e. La planche se mit en place, et il ressentit une étrange satisfaction. Il l'avait fait, lui-même, de ses propres mains. Quand il retourna à la maison, Clara avait déjà mis la table sur le porche. Un repas simple, du pain, un ragoût de viande et de légumes, de l'eau du puits. Grayson s'assit en face d'elle et ils commencèrent à manger en silence. « Et la clôture » demanda-t-elle après quelques minutes. « J'ai réparé une planche » répondit honnêtement Grayson. « Les 2 autres, après le déjeuner. » Clara hocha la tête sans le juger ni le féliciter. Elle se contenta de prendre l'information. « Vous n'êtes pas d'ici, dit-elle soudain. Ça s'entend. Comment le savez-vous ? À vos mains, dit-elle en désignant ses paumes. Les callosités sont récentes. Ça veut dire que vous n'aviez pas de travail physique avant, à la façon dont vous tenez votre fourchette, avec soin, comme au restaurant. Et puis, vous êtes trop propre pour un ouvrier agricole. » Grayson se figea. Il avait sous-estimé son sens de l'observation. « J'ai travaillé avant, dit-il prudemment. Simplement pas dans une ferme. Où donc ? Dans une écurie, en Pennsylvanie. C'était une demi-vérité. Son père possédait effectivement des écuries, et Grayson y avait passé beaucoup de temps dans son enfance. Mais il n'y était pas un employé, mais le fils du propriétaire. « Une écurie » répéta Clara pensive. « Vous avez donc vraiment travaillé avec des chevaux ?» »« Exactement. » Elle l'étudia encore quelques secondes, puis se remit à manger. Grayson sentit la tension quitter ses épaules. Elle l'avait cru, pour l'instant. « Pourquoi avez-vous décidé de partir ?» demanda Clara sans lever les yeux de son assiette. Grayson ne s'attendait pas à cette question. Il resta silencieux quelques instants, cherchant ses mots. « J'étais fatigué de ce qu'il y avait là-bas, dit-il finalement. Je voulais tout recommencer. »« Je vois. » Clara hocha la tête. Tout le monde a un passé qu'on aimerait fuir. Une ombre de tristesse passa dans sa voix, et Grayson comprit qu'elle ne parlait pas seulement de lui. Clara aussi avait un passé dont elle ne voulait pas parler. Le déjeuner terminé, Grayson retourna à la clôture. Les 2 autres planches furent peintes, plus faciles à fixer. Ses mains s'habituaient au marteau. Ses mouvements devenaient plus assurés. En milieu d'après-midi, la clôture était réparée, et Grayson contempla son travail avec fierté. C'était un peu de travers, pas parfait, mais solide. Quand il revint à la maison, Clara était près de la remise, en train de trier des sacs de grains. L'un des sacs gisait à terre, déchiré.
et le grain s'était répandu sur le sol. « Maudite rate !» marmonna-t-elle en regardant le sac abîmé. « C'est le 3e cette semaine. »« Il vous faudrait un chat, » dit Grayson en s'approchant. « J'en avais un, » soupira Clara. « Un chat roux, un bon chasseur. Mais il a disparu il y a 1 mois. Probablement les coyotes. » Grayson regarda le grain répandu et sentit monter en lui le désir d'aider. Non pas parce que c'était son travail, mais parce qu'il voyait la fatigue dans ses yeux, la déception dans sa voix. « Je peux poser des pièges, » proposa-t-il, pour les rats. « Je n'ai pas d'argent pour des pièges. Je les fabriquerai moi-même, avec ce que je trouverai. » Clara le regarda avec surprise. « Vous savez fabriquer des pièges ? » « J'apprendrai, » dit Grayson en haussant les épaules. « Ça ne peut pas être plus compliqué que de réparer une clôture. » Un sourire apparut sur ses lèvres, un vrai sourire. Pas une simple grimace ironique. « D'accord, » dit-elle, « essayez. » Grayson passa le reste de la journée à essayer de fabriquer un piège simple avec de vieilles planches et du fil de fer. C'était plus difficile qu'il ne le pensait, mais il n'abandonna pas. De temps en temps, Clara passait près de lui, jetant un bref regard à son travail, mais sans rien dire. Le soir venu, le piège était prêt. Grayson le plaça dans la remise, y mit un peu de grain comme appât et sortit. Clara était assise sur le porche, une tasse à la main, regardant le coucher de soleil. « C'est fait ?» demanda-t-elle quand il s'approcha. « C'est fait », acquiesça Grayson. « On verra si ça marche. »« Merci », dit Clara doucement. C'était le premier mot de remerciement qu'il entendait de sa part, et il semblait sincère. Grayson hocha la tête et se dirigea vers la grange. « Grayson » l'appela Clara. Il se retourna. « Vous êtes un bon travailleur, dit-elle. Je suis contente que vous soyez venu. » Grayson ne sut que répondre. Il se contenta d'un signe de tête et poursuivit son chemin, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était une forme de reconnaissance. Petite, mais importante. Il monta au Fenil, s'allongea sur son lit de fortune et ferma les yeux. Son corps était encore plus endolori que la veille, mais son esprit était apaisé. Il avait travaillé honnêtement, gagné son respect, et personne ne connaissait la vérité à son sujet. À travers la fente entre les planches, il voyait Clara toujours assise sur le porche, les genoux repliés contre sa poitrine, le regard perdu dans le ciel qui s'assombrissait. Son visage était pensif, et Grayson se demanda à quoi elle pensait. À la ferme, à son passé, ou peut-être à un avenir qui semblait si incertain. Grayson ferma les yeux et se laissa emporter par la fatigue. Il ne savait pas encore que le matin lui réserverait une surprise. Que dans le piège, il ne trouverait pas un rat, mais un petit chaton roux qui s'était aventuré dans la remise en quête de nourriture. Il ignorait que Clara rirait en voyant son air déconcerté, et que ce rire deviendrait le plus beau son qu'il ait jamais entendu. Mais pour l'instant, il dormait, rêvant au lendemain et à cette femme qui, lentement, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en aperçoive, commençait à prendre de plus en plus de place dans ses pensées. La matinée commença par un cri. Grayson se réveilla en sursaut. Quelqu'un frappait violemment contre le mur de la grange. « Grayson! Grayson! Descendez immédiatement !» La voix de Clara était alarmée, mais avec une note qu'il ne parvenait pas à identifier. Il sauta du Fenil, enfilant à peine sa chemise, et se précipita dehors. Clara se tenait à l'entrée de la remise, les mains sur les hanches, le regardant avec une telle expression que Grayson se prépara au pire. « Votre piège, » dit-elle en désignant la remise. Grayson la dépassa rapidement et regarda à l'intérieur. Le piège était en place, la porte refermée, et quelque chose bougeait à l'intérieur. Il s'approcha et se figea. Dans le piège, il n'y y avait pas de rat. Un petit chaton roux, d'à peine 2 mois, miaulait plaintivement et griffait les parois en bois. Son pelage était sale et ébouriffé, et ses grands yeux verts fixaient Grayson comme s'il était le plus grand traître du monde. « C'est... » commença Grayson. « C'est un chaton, » termina Clara à sa place. Elle se tenait à côté de lui,
Et Grayson comprit que l'étrange note dans sa voix était un rire qu'elle s'efforçait de contenir. « Je ne voulais pas… » Grayson ouvrit le piège, et le chaton bondit aussitôt, se faufilant entre ses jambes pour se cacher derrière un sac de grains. « Vous avez attrapé un rat de la taille d'un chaton, » dit Clara, et cette fois, elle ne se retint plus. Le rire n'éclata, sincère, cristallin, si inattendu que Grayson resta là, à la regarder. Il ne l'avait jamais entendu rire, depuis 2 jours qu'il travaillait à la ferme. Il l'avait vue fatiguée, concentrée, parfois mécontente, mais jamais rieuse. Et maintenant qu'elle riait, la tête renversée, une main sur son ventre, il réalisa à quel point elle était belle. Pas de la beauté raffinée des dames de Boston dans leurs robes coûteuses et leurs bijoux, mais d'une beauté vivante, authentique, celle d'une personne qui sait apprécier les choses simples. « Ce n'est pas drôle », marmonna Grayson, incapable de retenir un sourire. « Si, c'est très drôle », dit Clara, en essuyant les larmes que le rire avait fait naître. « Vous auriez dû voir votre tête quand vous l'avez vue. » Le chaton sortit sa tête de derrière le sac et miaula plaintivement. Clara s'accroupit et tendit la main vers lui. « Viens ici, petit », appela-t-elle doucement. « Personne ne te fera de mal. » Le chaton la regarda avec méfiance pendant quelques secondes, puis sortit lentement de sa cachette et s'approcha. Clara le prit délicatement dans ses bras et commença à le caresser. L'animal se calma aussitôt, se pelotonna sur ses genoux et se mit à ronronner. « Kiki !»« Il a faim », dit Clara en examinant le chaton. « Et il est très sale. C'est sûrement un chat errant. »« Peut-être un parent de la chatte que vous aviez ?» suggéra Grayson. « C'est possible », dit Clara en caressant pensivement le pelage roux. Rookin avait la même couleur. « Vous allez le garder ?» Clara regarda le chaton, puis Grayson, et il vit dans ses yeux un conflit intérieur, le pragmatisme contre le désir. À la ferme, une bouche de plus à nourrir était un fardeau, même celle d'un chaton. Mais en même temps, elle avait besoin d'un chat pour lutter contre les rongeurs. « Je le garde », dit-elle finalement. « Mais c'est vous qui le nourrirez et vous en occuperez. C'est vous qui l'avez attrapé. » Grayson hocha la tête en signe d'accord. Clara se releva, tenant toujours le chaton dans ses bras, et se dirigea vers la maison. « Allons te trouver du lait », dit-elle à l'animal. Grayson la suivit, observant la façon dont elle traitait le chaton. Avec douceur, avec soin, bien différemment de la manière dont elle se comportait avec les gens. Avec les gens, elle gardait ses distances, se montrait réservée et prudente. Mais avec cette petite créature, elle s'autorisait à être douce. Dans la maison, Clara versa du lait dans une soucoupe et la posa par terre. Le chaton se jeta sur la nourriture comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Grayson resta sur le seuil, n'osant pas entrer davantage. Il n'était encore jamais entré dans la maison de Clara. La maison était petite, mais propre et accueillante. Des meubles simples, une table en bois, quelques chaises, un vieux buffet contre le mur. Sur le rebord de la fenêtre, des pots d'herbes aromatiques, sans doute pour la cuisine. Au mur, une photo encadrée d'une jeune femme ressemblant à Clara et d'un homme en costume. Ses parents, pensa Grayson. Entrez, ne restez pas sur le seuil, dit Clara sans se retourner. Le petit déjeuner est presque prêt. Grayson entra et s'assit à table. Clara posa devant lui une assiette avec des œufs au plat, du bacon et du pain. Une nourriture simple, mais préparée avec savoir-faire. « Merci », dit-il. Ils mangèrent en silence, un silence seulement troublé par les bruits du chaton qui lapait son lait. Grayson observait discrètement Clara. Ce matin, quelque chose avait changé. Le rire avait adouci son visage, et elle ne semblait plus aussi inaccessible. « Comment allons-nous l'appeler » demanda soudain Clara. « Lui, le chaton » dit-elle en désignant la petite boule de poils rousse qui faisait maintenant sa toilette sur le sol. Il lui faut un nom. Grayson réfléchit. Il n'avait jamais donné de nom à un animal. Au domaine de son père, c'était le travail des palefreniers et des domestiques. « Rouquin » proposa-t-il hésitant.
Clara sourit. Trop simple. Il faut quelque chose de spécial. Alors proposez. Clara regarda le chaton, l'étudiant. Bandite, dit-elle. Il s'est faufilé dans un piège pour voler de la nourriture, comme un vrai bandit. Grayson se mit à rire. Bandit, j'aime bien. Le chaton, entendant son nouveau nom, leva la tête et les regarda, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Après le petit déjeuner, Grayson retourna au travail. Aujourd'hui, Clara lui avait demandé de réparer le toit de la remise, qui fuyait pendant les pluies. Il prit ses outils, une échelle, et monta. Le travail en hauteur se révéla plus difficile qu'il ne l'imaginait. Il fallait garder l'équilibre sur le toit en pente, se tenir d'une main à une poutre et de l'autre, planter des clous. Clara travaillait en bas, dans le potager. Grayson la voyait désherber les parterres, arroser les plantes, ramasser les légumes mûrs dans un panier. Ses mouvements étaient mesurés, habituels. Elle avait fait cela des centaines de fois et connaissait chaque centimètre de sa terre. « D'où vous vient cette ferme ?» lui cria Grayson depuis le toit. Clara se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier. « De mes parents, » répondit-elle. « Ils sont morts il y a 3 ans. Tous les deux le même hiver. D'abord ma mère, de la fièvre, puis mon père. On dit que c'était de chagrin, mais je pense qu'il était simplement fatigué de se battre. Sa voix ne trahissait aucun apitoiement, seulement la constatation d'un fait. Mais Grayson entendait la douleur dissimulée sous ce calme. « Je suis vraiment désolé, » dit-il sincèrement. « C'est du passé, » dit Clara en retournant à ses parterres. « La ferme m'est revenue. Il n'y avait personne d'autre pour en hériter. Je suis fille unique. Et un mari, une famille. » La question lui échappa avant qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir. Clara se figea quelques secondes, puis reprit son travail. « Ce ne sont pas vos affaires, » dit-elle sèchement. Grayson comprit qu'il avait touché un point sensible et se tut. Ils travaillèrent en silence jusqu'au déjeuner, chacun perdu dans ses pensées. Quand il descendit du toit, ses mains tremblaient de fatigue et son front était couvert de sueur malgré le vent frais. Clara avait déjà mis la table sur le porche et Bundy dormait à côté, roulé en boule sur une vieille couverture. « Et le toit ?» demanda-t-elle en versant de l'eau dans des tasses. Presque fini, il reste une dernière poutre à renforcer. Bien. Ils mangèrent depuis un an de nouveau en silence, mais cette fois, ce n'était pas un silence tendu, plutôt confortable. Grayson s'habituait au fait que Clara n'aimait pas les conversations futiles. Elle ne disait que ce qui était important et appréciait le silence plus que les bavardages inutiles. « Il y a eu quelqu'un, » dit soudain Clara, et Grayson leva les yeux de son assiette. « Vous avez demandé pour un mari. Il y a eu quelqu'un, James Collins. Nous allions nous marier. » Grayson resta silencieux, lui laissant le temps de continuer. « Il travaillait dans le ranch voisin, » dit Clara, le regard perdu au loin, au-delà de la ferme. C'était un homme bien, fort, honnête. Il aimait la terre autant que moi. Nous avions prévu de réunir nos terres après le mariage, de construire une grande maison, d'avoir des enfants. Elle se tut et Grayson vit que ses souvenirs lui faisaient un mal. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. « Il est mort. Il y a 2 ans. Son cheval a trébuché pendant une transhumance, il est mal tombé. Il s'est brisé le cou. » Grayson sentit un nœud se former dans son estomac. Il avait déjà vu la mort, dans les rues des grandes villes, dans les journaux. Mais c'était lointain, abstrait. Ici, la mort était réelle, proche. Elle avait emporté un homme qui était aimé. « Je suis vraiment désolé, Clara. Après ça, j'ai décidé que je gérerais la ferme seule, » poursuivit-elle. « Je ne voulais plus dépendre de personne. Les gens partent, seule la terre reste. » Grayson comprenait maintenant pourquoi elle était si renfermée, pourquoi elle ne faisait pas confiance aux gens. Elle avait perdu tous ceux qu'elle aimait et avait appris à vivre seule pour ne plus ressentir la douleur de la perte. « La terre aussi peut disparaître, » dit-il prudemment. « Une mauvaise récolte, la sécheresse, les maladies du bétail. C'est possible, »
admit Clara. Mais la terre ne promet pas de rester et ne rompt pas ses promesses. Elle est Salelawa, ou elle ne l'est pas. Après le déjeuner, Grayson retourna sur le toit pour finir son travail. La conversation avec Clara lui trottait dans la tête. Il pensait à toute la douleur qui se cachait derrière son visage réservé, à la force qu'il fallait pour continuer à vivre, à travailler, à ne pas baisser les bras après tout cela. Puis il pensa à lui-même, au fait qu'il avait fui Boston pour échapper au vide, à une vie insensée et pleine de faux-semblants. Mais que savait-il des vrais problèmes? Il n'avait jamais perdu de proches, jamais lutté pour survivre, jamais travaillé jusqu'à l'épuisement, juste pour se nourrir. Sa fuite était le caprice d'un homme riche en quête de sens, là où il n'y en avait peut-être pas. Grayson enfonça le dernier clou avec une telle force que la planche se fendit. Il jura, comprenant qu'il devrait la remplacer entièrement. « Que s'est-il passé » cria Clara d'en bas. « J'ai cassé la planche, avoua-t-il. Il va falloir la changer. J'en ai de rechange dans la remise. Prenez-en une. » Quand il descendit, Clara était près du puits, en train de remonter de l'eau. Grayson s'approcha d'elle. « Laissez-moi vous aider. Je peux me débrouiller. Je sais que vous pouvez, mais permettez-moi de vous aider. » Clara le regarda longuement, comme pour essayer de comprendre pourquoi il tenait tant à le faire. Puis elle recula, et Grayson saisit la manivelle du puits. Il remonta le seau lourd d'eau et le posa sur le rebord. « Merci » dit Clara doucement. C'était le deuxième merci en 2 jours. Et Grayson comprenait que pour elle, c'était beaucoup. Elle n'avait pas l'habitude de remercier, car elle n'avait pas l'habitude de demander de l'aide. Le reste de la journée se passa à travailler. Grayson remplaça la planche sur le toit, vérifia les enclos des moutons, aida Clara à déplacer les sacs de grains dans la remise. Le soir, son corps le faisait de nouveau souffrir, mais il s'habituait à cette douleur. Elle devenait une partie de sa nouvelle vie, un rappel qu'il faisait quelque chose de concret. Quand le travail fut terminé, Clara l'appela pour le dîner. Ils s'assirent sur le porche, mangeant une simple soupe avec du pain et regardant le soleil se coucher. Bandit jouait à côté avec une pelote de fil que Clara lui avait donnée. « Vous travaillez bien » dit Clara sans quitter des yeux le crépuscule. « Je ne m'y attendais pas, pour être honnête. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous m'avez semblé trop propre, trop comme il faut pour une ferme. » Grayson sourit. « Je ne suis plus si propre. » Clara regarda ses mains, couvertes de callosités et d'égratignures, et hocha la tête. « C'est vrai. Vous changez. » Grayson ne sut que répondre. Il changeait, en effet. Chaque jour de travail à la ferme modifiait quelque chose en lui, le réorganisait. Il apprenait à apprécier les choses simples. L'eau fraîche après une journée chaude, le silence du soir, la satisfaction du travail accompli de ses propres mains. Et il apprenait à apprécier Clara, sa force, son honnêteté, sa capacité à continuer malgré tout. « Clara » commença-t-il, sans savoir comment poursuivre. « Quoi? Je suis content d'être venu ici, chez vous. » Elle le regarda et une lueur chaude, presque tendre, passa dans ses yeux. « Moi aussi je suis contente, » dit-elle simplement. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits du soir. Le chant des grillons, le murmure du vent dans l'herbe, le meuglement lointain d'une vache. Grayson sentait que quelque chose changeait entre eux, quelque chose de subtil et d'insaisissable, mais de très important. La méfiance s'effaçait, laissant place à autre chose, peut-être de l'amitié, peut-être plus. Quand la nuit tomba, Grayson se leva pour aller à la grange. « Bonne nuit, Clara. »« Bonne nuit, Grayson. » Il se dirigea vers la grange, entendant derrière lui Clara ramasser la vaisselle et rentrer dans la maison. Bandit courut après lui en miaulant plaintivement. « Tu viens avec moi, toi aussi ?» Grayson prit le chaton dans ses bras. « D'accord, allons-y. Mais si tu m'empêches de dormir, je te mets dehors. » Il monta au fenil, posa Bandit à côté de lui et s'allongea. Le chaton se roula en boule contre lui, ronronnant doucement. Grayson ferma les yeux et pensa qu'il n'était à la ferme que depuis 3 jours. 3 jours.
mais il avait l'impression d'y être depuis une éternité. Ou peut-être qu'il avait enfin trouvé l'endroit où il voulait rester. Il ne savait pas encore que le lendemain, un homme arriverait en ville et changerait tout. Il ignorait que son passé le rattraperait plus vite qu'il ne le pensait. Et il ignorait que Clara deviendrait pour lui bien plus que la propriétaire de la ferme, mais quelque chose de bien plus important, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Mais pour l'instant, il était simplement allongé sur le foin, écoutant le ronronnement de Bandy et pensant au lendemain, qui promettait d'être aussi simple et honnête que les jours précédents. Grayson fut réveillé par quelqu'un qui tirait sur la manche de sa chemise. Il ouvrit les yeux et vit Bandy qui grimpait sur sa poitrine, réclamant manifestement de l'attention. Dehors, il faisait encore sombre, mais le ciel commençait déjà à s'éclaircir à l'est. « Il est encore tôt, » marmonna Grayson, mais le chaton insistait, miaulant de plus en plus fort. Il descendit du fenil, Bandy dans ses bras, et sortit. L'air était frais, humide de la rosée matinale. Une lumière brillait déjà dans la maison de Clara, et de la fumée s'échappait de la cheminée. Elle allumait le poêle. Grayson s'approcha du puits, se lava le visage à l'eau froide, et sentit le sommeil le quitter définitivement. Il posa Bandit par terre, et le chaton courut aussitôt vers la maison, d'où Clara sortait avec un seau à la main. « Tiens, et bonjour, dit-elle. » Et Grayson remarqua que ses cheveux n'étaient pas attachés en leur chignon habituel. Ils tombaient librement sur ses épaules, sombres et ondulés, ce qui la rendait complètement différente. Plus jeune, plus douce, plus féminine. « Bonjour, » répondit-il en s'efforçant de ne pas la fixer. « Aujourd'hui, je dois aller en ville, » dit Clara en posant le seau par terre. « Pour des provisions et pour vendre les œufs. Vous viendrez avec moi. Une paire de bras supplémentaires sera utile. » Grayson hocha la tête. Depuis la semaine qu'il travaillait ici, il n'était encore jamais allé en ville. Silver Creek était petite, une seule rue avec des magasins et un saloon, mais pour Grayson, cela représentait un danger. En ville, il pourrait y avoir des gens qui posent dans des questions, qui observent que les étrangers passent de trop près. « Atteler la charrette ?» demanda Clara. « Bessie est de bonne humeur aujourd'hui. Il n'y aura pas de problème. Je vais rassembler les œufs et tout ce qu'il faut emporter. » Grayson se dirigea vers l'écurie où se trouvait la vieille jument Bessie. Le cheval l'accueillit calmement et se laissa harnacher sans résistance. Grayson l'attela à la charrette, un simple chariot en bois, qui avait connu des jours meilleurs mais qui était encore solide. Quand il amena la charrette devant la maison, Clara l'attendait déjà avec des paniers remplis d'œufs, emballés dans de la paille. Grayson l'aida à les charger, en faisant attention de n'en casser aucun. « Prête ?» demanda Clara en grimpant sur le siège. « Prêt. » Ils se mirent en route. La route vers la ville traversait la prairie, longeant de rares fermes et ranches. Le soleil matinal s'élevait déjà, colorant la terre de teintes dorées. Grayson tenait les rênes, et Clara était assise à côté de lui, regardant la route. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda Grayson, brisant le silence. « Toute ma vie, » répondit Clara. « Je suis née dans cette ferme, j'y ai grandi. Je ne suis jamais allée plus loin que 50 miles. » « Vous n'avez jamais voulu voir le monde ?» Clara réfléchit, le regard fixé sur l'horizon. « Quand j'étais petite, je rêvais des grandes villes. Je lisais des livres sur New York, Chicago, même Paris. J'imaginais que je me promènerais dans de larges avenues en belles robes, que je monterais en calèche, que j'irais au théâtre. Qu'est-ce qui vous a arrêté ? » « La vie, » dit Clara en haussant les épaules. « Mes parents sont tombés malades. La ferme demandait du travail. Puis il y a eu James. Les rêves sont passés au second plan. Et puis j'ai compris que je n'en avais pas vraiment besoin. Les villes sont bruyantes, sales, pleines de gens qui se regardent sans se voir. Ici, c'est calme. Je connais chaque arbre, chaque colline. C'est mon monde. » Grayson écoutait et comprenait qu'elle parlait sincèrement. Pour elle, la ferme n'était pas une prison, mais son foyer. Un endroit où elle se sentait en sécurité. « Et vous ?» demanda Clara en se tournant vers lui. « Vous les avez vues, ces grandes villes ?» « Oui, » admit Grayson prudemment.
J'ai été à New York, Philadelphie, Boston. Et c'est comment? Il réfléchit à la façon de répondre sans en révéler trop. C'est beau mais froid, dit-il finalement. Beaucoup de bâtiments, beaucoup de gens, mais peu de chaleur. Tout le monde se dépêche, sans savoir pourquoi. Vous avez raison, les gens ne se voient pas. On peut vivre des années à côté de quelqu'un sans connaître son nom. Clara hocha la tête, comme s'il confirmait ce qu'elle avait toujours soupçonné. C'est pour ça que vous êtes parti? C'est pour ça. Ils continuèrent donc leur route en silence. Mais c'était un silence confortable, presque intime. Grayson sentait parfois son épaule effleurer celle de Clara à cause des secousses de la charrette. Et chaque contact provoquait une étrange sensation en lui. Il commençait à réaliser que Clara n'était plus seulement la propriétaire de la ferme où il travaillait. Elle devenait quelqu'un de plus, quelqu'un d'important. Silver Creek les accueillit dans le calme. La rue principale était presque déserte. Il était encore trop tôt pour le commerce. Grayson arrêta la charrette devant le magasin général, où Clara vendait habituellement ses œufs et achetait ses provisions. « Aidez-moi à décharger », demanda-t-elle en sautant de la charrette. Ils portèrent ensemble les paniers à l'intérieur. Le magasin était typique de ces petites villes. Étroit, avec de hautes étagères, rempli de tout ce dont on pouvait avoir besoin, des sacs de farine aux cartouches de revolver. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé avec une barbe grise et un regard perçant. « Clara » salua-t-il. « Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. »« Bonjour, monsieur Thompson » dit Clara en posant un panier sur le comptoir. « J'ai apporté des œufs, frais, ramassés ce matin. » Thompson commença à examiner la marchandise, et son regard glissa sur Grayson. « C'est qui? Mon nouvel ouvrier ?» répondit brièvement Clara. Grayson. « D'où vient-il » Thompson ne le quittait pas des yeux, un regard scrutateur, évaluateur. « De l'Est » dit Grayson en s'efforçant de rester calme. « Vous êtes nombreux, ceux de l'Est, à venir par ici ces temps-ci, grommela Thompson. Vous pensez que la vie est plus facile ici qu'en ville. Et puis vous repartez en courant quand vous comprenez qu'il faut travailler. » « Je n'ai pas l'intention de m'enfuir, » dit Grayson en soutenant son regard. Thompson eut un petit rire sec mais ne dit rien, retournant à l'inspection des œufs. Il les compta, nota quelque chose dans un cahier et annonça un prix. Clara hocha la tête en signe d'accord, et ils passèrent à la liste des provisions dont elle avait besoin. Pendant qu'ils discutaient, Grayson sortit pour ne pas les déranger. Il s'adossa au mur du magasin et regarda autour de lui. La ville était vraiment petite. Une dizaine de maisons, un saloon, une forge, un bureau de poste. Les gens commençaient à sortir, et Grayson sentait sur lui des regards curieux. Un étranger attirait toujours l'attention dans ce genre d'endroit. « Hé, l'ami » l'interpella une voix. Grayson se retourna et vit un homme sortir du saloon. Grand, large d'épaules, le visage buriné par le soleil et le vent. Un revolver pendait à sa hanche, et son regard était hostile. « Vous travaillez pour Clara Whitmore » demanda l'homme en s'approchant. « Oui » répondit brièvement Grayson. « Intéressant » dit l'homme en croisant les bras. « D'habitude, elle n'engage personne. Elle préfère se débrouiller seule. Peut-être qu'elle a décidé qu'un peu d'aide ne ferait pas de mal. »« Peut-être » dit l'homme en l'examinant attentivement. « Je suis Thomas Harrison. Je possède le ranch au nord d'ici. »« Grayson » dit-il sans donner son nom de famille. « Juste Grayson » Harrison sourit. « Vous fuyez quelque chose ?»« Je ne vois juste pas l'intérêt des mots superflus. » Harrison resta silencieux, puis se pencha vers lui. « Écoutez, l'ami, Clara est une femme bien, trop bien pour qu'un vagabond de l'Est profite de sa gentillesse. Si vous pensez pouvoir la tromper ou lui faire du mal, sachez que je vous aurai à l'œil. Et s'il arrive quelque chose, vous aurez affaire à moi. » Grayson sentit l'irritation monter en lui, mais il se contint. « Je n'ai l'intention de faire de mal à personne, » dit-il calmement. « Je travaille, c'est tout. »« On verra bien, » dit Harrison en se redressant et en retournant vers le saloon. Grayson le suivit du regard, comprenant qu'il venait de se faire un ennemi. Ou du moins, quelqu'un qui ne lui faisait pas confiance
et qui chercherait une occasion de se débarrasser de lui. Clara sortit du magasin avec un sac de provisions à la main. « Aidez-moi à charger ça dans la charrette », demanda-t-elle. Ils transportèrent ensemble les provisions, des sacs de farine, de sucre, de sel, quelques boîtes de conserve, une bobine de corde. Quand tout fut rangé, Clara se tourna vers Grayson. « Je vous ai vu parler avec Thomas, » dit-elle. « Que voulait-il ? Et il m'a prévenu de ne pas vous faire de mal. » Clara leva les yeux au ciel. « Thomas est toujours considéré comme mon protecteur. Depuis la mort de James, il pense qu'il doit veiller sur moi. »« Il a compté pour vous ? » ?»« Non, » dit Clara en secouant la tête. « C'est un ami de la famille, rien de plus. C'est un homme bien mais trop envahissant. Il pense que je ne peux pas m'en sortir sans l'aide d'un homme. Mais vous vous en sortez. » Clara le regarda, et une lueur de gratitude pour ces mots passa dans ses yeux. « Allons-y, dit-elle, nous devons encore passer à la poste. » La poste était située dans une petite maison au bout de la rue. À l'intérieur, une femme âgée était assise derrière un bureau et les accueillit avec un sourire amical. « Clara, ma chère, » s'exclama-t-elle. « Comme ça fait longtemps. »« Bonjour, Madame Jenkins, » répondit Clara en souriant. « Vous avez quelque chose pour moi ?»« Je vais regarder, » dit la femme en fouillant dans des tiroirs. « Et qui est-ce avec vous ?»« Grayson, mon nouvel ouvrier. »« Oh, c'est merveilleux !» s'illumina Madame Jenkins. « Vous avez enfin trouvé de l'aide. J'ai toujours dit que c'était trop dur pour vous de gérer la ferme toute seule. »« Je m'en sortais, » dit Clara d'une voix douce mais ferme. « Bien sûr, dit la femme, en trouvant quelques lettres qu'elle tendit à Clara. « Voilà, une de votre tante du Kansas, et le reste, ce sont sûrement des factures. » Clara prit les lettres, remercia et sortit. Grayson la suivit. Ils montèrent dans la charrette, et il prit les rênes, prêt à partir. Mais Clara l'arrêta. « Attendez une minute, » dit-elle en ouvrant la lettre de sa tante et en commençant à lire. Grayson observa son visage changer. D'abord calme, il devint ensuite inquiet, puis contrarié. « De mauvaises nouvelles ?» demanda-t-il prudemment. « Et tante Martha écrit que la banque augmente le taux d'intérêt du prêt, » dit Clara en repliant la lettre. « J'ai une dette pour la terre que mon père avait louée avant de mourir. Maintenant, le paiement sera plus élevé, et je ne sais pas si je pourrai le verser à temps. » Grayson sentit quelque chose se serrer en lui. Il pouvait résoudre ce problème en une minute. Il pouvait rédiger un chèque de n'importe quel montant, et la dette disparaîtrait. Mais il ne pouvait pas le faire, sans révéler son secret. « De combien avez-vous besoin ?» demanda-t-il. « 200 $ avant la fin de l'automne, » dit Clara en regardant la lettre. La voix chargée d'inquiétude. « J'ai 70 $ en ce moment. Si la récolte à Moest est bonne et que je vends tout ce que je peux, j'aurai peut-être 50 ou 60 de plus. Mais ce ne sera pas suffisant. »« Nous trouverons une solution, » dit Grayson, sans savoir laquelle. « Je pourrais peut-être prendre un travail supplémentaire en ville. » Clara le regarda avec surprise. « Vous travaillez déjà plus que ce que je peux vous payer. Pourquoi voulez-vous aider ?» Grayson croisa son regard et sut qu'il ne pouvait pas mentir. Pas maintenant, alors qu'elle le regardait ainsi, de manière si ouverte, si vulnérable. « Parce que ça m'importe, » dit-il simplement. « Ce qui vous arrive. Ce qui arriva à la ferme. Vous m'importez, Clara. » Elle resta silencieuse quelques secondes, et Grayson vit quelque chose changer dans ses yeux. La méfiance laissait place à autre chose, quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. « Merci, » murmura-t-elle. Et ce mot sonna si sincèrement que Grayson sentit son souffle se couper. Ils retournèrent à la ferme en silence. Mais ce silence était maintenant rempli de quelque chose de nouveau. Grayson sentait la présence de Clara à ses côtés plus intensément qu'auparavant. Il remarquait chacun de ses mouvements, chaque souffle, chaque fois que son épaule effleurait la sienne. Quand ils revinrent à la ferme, il était presque midi. Ils déchargèrent tôt la charrette ensemble, transportant tout dans la maison et la remise. Clara disparut à l'intérieur pour préparer le déjeuner, tandis que Grayson emmenait Bessie à l'écurie, lui retirait son harnais, lui donnait de l'eau et du foin. Quand il sortit, Clara était sur le porche et l'appelait. « Grayson, le déjeuner est prêt. »
Il monta sur le porche, et ils s'assirent à table. Clara avait préparé un ragoût de viande avec des pommes de terre, et l'odeur était si appétissante que le ventre de Grayson gargouilla. « Vous cuisinez très bien, dit-il après avoir goûté la première cuillerée. « Merci. C'est ma mère qui m'a appris. Elle disait qu'une femme doit savoir nourrir sa famille pour qu'elle soit heureuse. Votre mère était une femme sage. Elle l'était, dit Clara avec un sourire triste. Parfois, elle me manque beaucoup, surtout dans des moments comme celui-ci, quand on ne sait plus quoi faire. » Grayson posa sa cuillère et la regarda. « Et Clara, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Je suis là et je vous aiderai. » Elle leva les yeux et Grayson y vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. De la vulnérabilité, de l'espoir et autre chose. Quelque chose qu'il avait peur de nommer. « Pourquoi étiez-vous si bon avec moi ?» demanda-t-elle doucement. « Vous me connaissez à peine. Vous auriez pu trouver du travail n'importe où, un travail payé en argent, pas seulement en nourriture. Pourquoi restez-vous » Grayson comprit que le moment de vérité était arrivé. Il pouvait mentir, inventer une histoire plausible, ou il pouvait dire une partie de la vérité, celle qui ne révélait pas son secret mais montrait ses sentiments. « Parce qu'ici je me sens vivant, dit-il lentement, choisissant ses mots. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire quelque chose d'important. Pas pour l'argent, pas pour le statut, mais parce que ça a un sens. Vous avez un sens, Clara. » L'air entre eux s'épaissit, devint presque palpable. Clara le regardait fixement, et Grayson vit sa respiration s'accélérer, une légère rougeur apparaître sur ses joues. « Grayson, je... » commença-t-elle, mais elle ne termina pas. Il ne sut pas qui des deux bougea le premier. Peut-être s'était-il penché vers elle, peut-être s'était-elle rapprochée, mais soudain, la distance entre eux se réduisit à quelques centimètres, et Grayson sentit la chaleur de son souffle sur son visage. « Clara, murmura-t-il. » Et c'est à ce moment qu'un coup violent retentit à la barrière. Ils sursautèrent tous les deux et s'écartèrent. Grayson ressentit à la fois du soulagement et de la déception. Clara se leva rapidement, rajustant ses cheveux, essayant de reprendre le contrôle. « Je vais voir qui c'est, » dit-elle en se dirigeant vers la barrière. Grayson resta assis, essayant de calmer les battements effrénés de son cœur. Qu'était-il en train de faire? Il tombait amoureux d'elle, réalisa-t-il. Amoureux d'une femme à qui il mentait chaque jour. Et plus il se rapprochait, plus la vérité, quand elle éclaterait, serait douloureuse. Des voix lui parvinrent de la barrière, celle de Clara et celle d'un autre homme. Grayson se leva et sortit sur le porche. Près de la barrière se tenait une élégante calèche. Et à côté de Clara, un homme en costume coûteux, avec une canne et un chapeau haut de forme. Et Grayson sentit tout son être se glacer de peur. Il connaissait cet homme. C'était Cyrus Blake, l'avocat de son père. Grayson se figea sur le porche, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Cyrus Blake se tenait près de la barrière de la ferme, parlant à Clara, et chaque seconde semblait une éternité. L'avocat de son père, ici, à Silver Creek, à la ferme de Clara. Ce ne pouvait être une coïncidence. Grayson descendit rapidement du porche et se dirigea vers la barrière, s'efforçant de paraître calme. Il devait agir vite, avant que Blake ne dise quelque chose qui détruirait tout. « Je cherche simplement un homme », disait Blake au moment où Grayson s'approchait. Un jeune homme d'une trentaine d'années, qui serait peut-être passé par ici il y a quelques semaines. « Beaucoup de gens passent par Silver Creek, » répondit Clara, méfiante. « C'est la route vers l'ouest. »« Je comprends, mais cet homme est particulier, » dit Blake en sortant une photographie de sa poche. « L'auriez-vous vu par hasard ?» Grayson s'approcha, gardant une expression neutre. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Blake se retourna et leurs regards se croisèrent. Une fraction de seconde, la reconnaissance brilla dans les yeux de l'avocat. Mais il la dissimula rapidement, conservant son masque professionnel. « Et bonjour !» dit Blake poliment. « Je suis Cyrus Blake, avocat de Boston. Je cherche un homme à la demande de sa famille. Grayson Martin. Auriez-vous rencontré quelqu'un de ce nom ?» Grayson sentit Clara se raidir à côté de lui. Elle le regarda, puis regarda l'avocat.
Grayson est un prénom assez courant, dit prudemment Grayson. Et le nom de famille, disiez-vous? Martin? Répéta Blake, l'observant attentivement. Grayson Martin, le fils d'un homme d'affaires très influent. Il a disparu il y a 3 semaines, et sa famille est très inquiète. Nous ne l'avons pas rencontré, dit fermement Clara. Il n'y a que moi ici, et mon ouvrier, Grayson, sans nom de famille. Il vient de l'Est, mais certainement pas d'une famille riche, à en juger par la façon dont il travaille. Blake fixa Grayson d'un long regard scrutateur. Grayson soutint son regard sans ciller. « Je vois », dit finalement l'avocat. « Eh bien, je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Si vous entendez quoi que ce soit à propos de cet homme, veuillez me contacter. » Il tendit une carte de visite à Clara. Elle la prit en hochant la tête. « Bien sûr. Bonne journée, monsieur Blake. » L'avocat s'inclina, monta dans sa calèche et partit. Grayson et Clara restèrent silencieux jusqu'à ce que la calèche disparaisse au détour de la route. Puis, Clara se tourna vers lui. « Étrange visite, » dit-elle en examinant la carte. « Pourquoi un avocat de Boston viendrait-il chercher un homme disparu jusqu'ici? » « Les riches font des choses étranges, » dit Grayson en haussant les épaules, essayant de paraître indifférent. « Ce Grayson Martin doit être quelqu'un d'important. C'est une coïncidence que vous ayez le même prénom. Grayson n'est pas un prénom si rare que ça. » Clara le regarda longuement, et Grayson sentit son cœur battre de plus en plus vite. Elle soupçonnait quelque chose. Il le voyait dans la façon dont elle plissait les yeux, dont ses épaules se tendaient. « Et vous ne me mentez pas ?» demanda-t-elle sans détour. « À propos de quoi? »« Tout. De qui vous êtes ?» Grayson se figea. Il pouvait continuer à mentir. Il pouvait inventer une histoire, une explication. Mais en la regardant dans les yeux, il comprit qu'il ne voulait plus mentir. Pas à elle. « Clara, je... » commença-t-il, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Pas maintenant, » dit-elle doucement. « J'ai beaucoup de travail. Nous parlerons ce soir. » Elle se retourna et se dirigea vers la maison, laissant Grayson seul près de la barrière. Il savait que repousser la conversation ne ferait qu'empirer les choses, mais en même temps, il était reconnaissant pour ce sursis. Il avait besoin de temps pour réfléchir à la manière de tout expliquer sans perdre définitivement sa confiance. Le reste de la journée se passa dans un silence tendu. Ils travaillaient chacun de leur côté. Clara dans le potager, Grayson réparant la porte de l'étable. D'habitude, elle venait voir comment avançait son travail, lui donner des conseils, parfois rester simplement à côté de lui pour discuter. Mais aujourd'hui, elle gardait ses distances, et cette distance était plus douloureuse que Grayson n'aurait pu l'imaginer. Le soir, le travail était terminé. Grayson retourna à la maison et vit Clara assise sur le porche, regardant le coucher de soleil. Bandit était roulé en boule sur ses genoux, ronronnant doucement. « Je peux m'asseoir » demanda Grayson. Clara hocha la tête sans le regarder. Grayson s'assit à côté d'elle, en gardant une distance de sécurité. « Nous devons parler » dit-elle après une longue pause. « Je sais. » « Alors, qui êtes-vous ici, à vous ?» Grayson. Elle se tourna vers lui, et il y avait tant de douleur dans ses yeux qu'il eut envie de la prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien. Mais il ne le pouvait pas. Pas maintenant. Grayson prit une profonde inspiration. « Mon nom est bien Grayson, » commença-t-il lentement, « et je viens bien de l'Est, de Pennsylvanie. Mais je n'étais pas ouvrier dans une écurie. J'étais... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. Ma famille possédait cette écurie, et bien d'autres choses. Clara resta silencieuse, le laissant continuer. Mon père est Charles Martin, le propriétaire de la compagnie de chemin de fer. Nous sommes riches, très riches. Et vous vous êtes enfui, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Oui, il y a 3 semaines, j'ai fui cette vie.
J'ai fui les gens qui ne voyaient en moi que l'argent et les relations. J'ai fui mon père qui voulait me marier à une femme que je n'aimais pas. J'ai fui une vie parfaite en apparence, mais vide à l'intérieur. Clara se leva, posa Bandit sur le porche et s'approcha de la balustrade. Elle lui tournait le dos, et Grayson ne pouvait pas voir son visage. « Alors, pendant tout ce temps, vous m'avez menti, » dit-elle doucement. « Vous avez prétendu être un pauvre ouvrier, alors que vous auriez pu acheter ma ferme sans y penser à 2 fois. » « Je ne prétendais pas, » dit Grayson en se levant et en s'approchant d'elle, mais sans la toucher. Le travail, la fatigue, les ampoules, tout cela était réel. Je n'avais jamais travaillé comme ça avant. Tout ce que j'ai fait ici, tout ce que j'ai appris, c'est réel, Clara. Mais le mensonge aussi était réel, dit-elle en se retournant, et il vit des larmes sur ses joues. Vous m'avez regardé dans les yeux et vous avez menti. Quand je vous parlais de mes problèmes, de mes dettes, vous saviez que vous pouviez tout résoudre d'un claquement de doigts, mais vous êtes resté silencieux. Parce que si j'avais parlé, vous ne m'auriez pas laissé rester, dit Grayson, le désespoir dans la voix. Vous auriez pensé que j'étais juste un riche oisif qui jouait aux pauvres. Vous ne m'auriez pas donné ma chance. Et maintenant, demanda Clara, qu'est-ce qui a changé? Tout, dit Grayson en faisant un pas vers elle. Tout a changé, Clara. J'ai changé. Ici, dans cette ferme, avec vous, je suis devenu celui que je voulais être. Pas le fils de Charles Martin, pas l'héritier d'une fortune, mais juste Grayson. Un homme qui travaille, qui est fatigué, qui ressent des choses. Qui tombe amoureux? Murmura-t-elle. Grayson se figea. Les mots flottaient entre eux, et il savait que les prochaines secondes décideraient de tout. Oui, dit-il fermement, qui tombe amoureux. De vous, Clara, je suis tombé amoureux de vous. Elle le regardait, et les larmes continuaient de couler sur ses joues. Grayson ne savait pas ce qu'elle ressentait, de la colère, de la douleur ou autre chose. « Comment puis-je vous croire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Comment savoir que ce n'est pas juste un autre jeu? Un homme riche qui s'ennuie et décide de jouer au simple ouvrier pour séduire une fermière naïve. Ah. Parce que ce n'est pas un jeu, dit Grayson en prenant ses mains. Elle ne se dégagea pas. Clara, écoutez-moi. J'aurais pu partir à tout moment. J'aurais pu acheter un billet de train et retourner à Boston. J'aurais pu aller n'importe où, en Europe, en Californie, où je voulais. Mais je suis resté ici, parce que vous êtes ici. Vous m'avez menti, répéta-t-elle, mais sa voix était plus faible. J'ai menti sur qui j'étais, mais pas sur ce que je ressens. Chaque mot que je vous ai dit sur mes sentiments, chaque fois que j'ai dit que vous m'importiez, c'était la vérité. La seule vérité de toute cette histoire. Clara le regarda longuement, scrutant son visage comme pour y déceler un mensonge. Puis, elle retira lentement ses mains des siennes. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle, lasse. C'est trop pour une seule journée. L'avocat, la vérité sur vous, votre confession. J'ai besoin de temps. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, dit Grayson en hochant la tête, sentant la peur lui nouer l'estomac. J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Clara passa devant lui, entra dans la maison et ferma la porte. Grayson resta sur le porche, regardant le ciel s'assombrir. Il avait tout gâché. Il avait révélé la vérité au pire moment possible, de la pire manière possible. Il retourna à la grange, monta au fenil et s'allongea. Mais le sommeil ne venait pas. Il resta les yeux ouverts, écoutant les bruits nocturnes de la ferme et se demandant ce que le matin apporterait. Le pardonnerait-elle? Lui demanderait-elle de partir? Ou, pire encore, se comporterait-elle comme si rien n'avait changé? Maintenant, la politesse froide d'un employeur envers son employé. À travers la fente des planches, il voyait la lumière dans la fenêtre de la maison de Clara. Elle ne dormait pas. Elle aussi réfléchissait, décidait de la suite. Bandit grimpa sur sa poitrine, ronronnant pour le réconforter. Grayson caressa le pelage roux, reconnaissant pour cette petite chaleur. « Que dois-je faire, Bandit ?» murmura-t-il dans l'obscurité. « Comment puis-je regagner sa confiance ?»
Le chaton ne fit que ronronner en réponse, et Grayson ferma les yeux, sentant enfin la fatigue l'emporter. Le matin arriva trop vite. Grayson fut réveillé par le bruit de la porte de la grange qui s'ouvrait. Il descendit du fenil et vit Clara, debout à l'entrée. « Bonjour », dit-elle d'un ton réservé. « C'est là qui ?»« Bonjour. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et Grayson ne pouvait pas deviner sa décision. « J'ai réfléchi toute la nuit », commença Clara. « À vous, à vos mensonges, à ce que vous avez dit hier. Et j'ai décidé de vous donner une autre chance, dit-elle en croisant les bras. Mais à certaines conditions. Lesquelles? Plus de mensonges. Si je vous demande quelque chose, vous répondez honnêtement. Totalement honnêtement. Promis. Et vous restez un employé. N'essayez pas d'acheter la ferme. N'essayez pas de résoudre mes problèmes avec de l'argent. Si vous voulez vraiment être ici, être avec moi, vous le mériterez par votre travail, pas avec l'argent de votre père. Grayson hocha la tête. D'accord. Pour tout. Clara le scruta du regard, puis hocha lentement la tête. Bien. Alors, retournez au travail. Il faut vérifier l'enclos des moutons, quelques planches sont desserrées. Je m'en occupe tout de suite. Elle se tourna pour partir, mais Grayson l'arrêta. Clara? Oui? Merci. Pour cette seconde chance. Elle le regarda par-dessus son épaule, et un léger sourire effleura ses lèvres. Ne me faites pas regretter cette décision, Grayson Martin. Elle partit, et Grayson sentit un poids énorme quitter ses épaules. Il avait une seconde chance. Maintenant, il devait prouver qu'il en était digne. Les jours suivants se déroulèrent dans un étrange équilibre entre l'ancien et le nouveau. Ils travaillaient ensemble, comme avant, mais il y avait maintenant autre chose entre eux et eux. La vérité, bien que douloureuse, avait créé une nouvelle proximité. Clara ne se demandait plus qui il était. Elle le savait. Et cette connaissance, curieusement, les avait rapprochés. Grayson lui raconta sa vie à Boston, les bals qu'il détestait, les réunions d'affaires où les gens souriaient en face et complotaient dans le dos. Il lui parla de sa mère, morte quand il avait 15 ans, et de son père, qui s'était transformé en machine à gagner de l'argent après sa mort. Clara écoutait sans juger ni le plaindre. Elle écoutait simplement, et c'était suffisant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, Clara demanda « Que se passera-t-il quand votre père vous retrouvera ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Grayson. « Il essaiera probablement de me forcer à rentrer. »« Et vous rentrerez ?» Grayson la regarda, son visage éclairé par le soleil couchant, ses taches de rousseur, ses mains calleuses. « Non, » dit-il fermement, « jamais. » Clara sourit, et il y avait tant de chaleur dans ce sourire que Grayson sentit son cœur déborder d'émotion. « Bien, » murmura-t-elle. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, épaule contre épaule, à regarder le coucher de soleil. Grayson prit doucement sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Clara ne se retira pas. Au contraire, elle serra sa main en retour. Et ce simple contact signifiait plus que n'importe quel mot. Des difficultés les attendaient. Son père n'abandonnerait pas ses recherches. Les dettes de Clara n'avaient même pas disparu. La ville jaserait quand elle apprendrait qui il était vraiment. Mais à cet instant, assise à côté de la femme qu'il aimait, Grayson se sentait prêt à tout affronter. Parce qu'elle valait toutes les épreuves. « Grayson » appela doucement Clara. « Oui, je suis contente que vous soyez là. »« Moi aussi, Clara, moi aussi. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation sur le porche. 2 semaines pendant lesquelles Grayson et Clara avaient vécu dans un équilibre étrange et fragile, entre employeur et employé, entre amis et quelque chose de plus. Il a qu'ils n'avaient pas reparlé de leurs sentiments, mais ceux-ci étaient présents. Dans chaque regard qui s'attardait trop longtemps, dans chaque contact fortuit qui faisait battre leur cœur plus vite. Grayson se réveillait chaque matin en pensant à Clara. Il s'endormait en pensant à elle.
Il travaillait en sachant qu'elle était quelque part à proximité, et cela rendait le travail le plus dur, plus léger. Il apprenait à lire son humeur dans les moindres détails. La façon dont elle attachait ses cheveux, dont elle tenait sa tasse de café, dont elle fronçait les sourcils en examinant ses factures. Aujourd'hui, elle était inquiète. Grayson l'avait vue dès le matin, quand elle était sortie de la maison avec une lettre dans la main. Il travaillait près du puits, réparant la pompe qui commençait à faiblir. Mais il posa ses outils en voyant son visage. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant. Clara lui tendit la lettre en silence. Grayson la déplia et commença à lire. C'était un avis de la banque. La date limite pour le paiement du prêt approchait. Il restait 3 semaines. La somme due était de $200. Et si le paiement n'était pas effectué à temps, la banque entamerait la procédure de saisie de la terre. « Combien avez-vous en ce moment » demanda Grayson en repliant la lettre. « $93, répondit Clara doucement. « J'ai vendu toute la récolte que j'ai pu, tous les œufs du mois dernier. C'est tout ce que j'ai. Il manque $107. Je sais compter, Grayson, dit-elle avec une pointe d'amertume. Non pas contre lui, mais contre la situation. Grayson resta silencieux quelques secondes, réfléchissant. Il pouvait envoyer un télégramme à son banquier à Boston, et l'argent serait là en 3 jours. Il pouvait même ne pas dire à Clara d'où il venait, mais il avait promis de ne pas résoudre ses problèmes avec l'argent de son père. Il avait promis d'être honnête. « Je peux trouver du travail en ville, dit-il, à la scierie ou à la forge. Thompson, au magasin, disait qu'il avait besoin d'aide pour décharger les marchandises. En 3 semaines, vous ne gagnerez pas autant, dit Clara en secouant la tête, même en travaillant jour et nuit. Alors vendons quelque chose. Les outils, le cheval. Bessie est le seul cheval de trait que nous ayons. Sans elle, je ne peux pas transporter les marchandises en ville. Les outils qui sont nécessaires pour travailler à la ferme. Il n'y a rien à vendre, Grayson. » Elle s'assit sur les marches du porche, la tête entre les mains. Grayson s'assit à côté d'elle, ressentant son désespoir comme le sien. « Je ne veux pas perdre la ferme, » murmura Clara. « C'est tout ce qui me reste de mes parents. C'est ma maison, ma vie. »« Vous ne la perdrez pas ?» dit Grayson fermement. « Nous trouverons une solution. » Clara leva la tête et le regarda. « Vous pourriez aider, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Vous avez de l'argent. Vous pourriez régler ça d'un claquement de doigts. » Grayson comprit que c'était un test. Elle le mettait à l'épreuve, tester la promesse qu'il lui avait faite. « Oui, je le pourrais, » admit-il honnêtement. « Mais vous m'avez demandé de ne pas le faire. Vous vouliez que je mérite ma place ici par mon travail, pas par mon argent. Et si je vous le demande maintenant ?» Clara le regardait d'un air interrogateur. « Si je vous dis que je veux que vous m'aidiez avec votre argent ?» Grayson resta silencieux, conscient de la complexité de la situation. S'il refusait, elle perdrait la ferme. S'il acceptait, il romprait sa promesse et changerait peut-être quelque chose entre eux pour toujours. « Alors je vous aiderai, » dit-il lentement, « parce que votre bonheur est plus important que ma fierté. Mais essayons d'abord toutes les autres options. Nous avons encore 3 semaines. » Clara le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, essayons. » Le jour même, ils se rendirent en ville. Grayson trouva du travail à la scierie, un labeur physique éreintant payé $1 par jour. Clara s'arrangea pour vendre des tourtes au magasin de Thompson. Elle cuisinait bien, et il accepta de lui prendre ses pâtisseries à 55 pièces. Les jours suivants se transformèrent en un marathon de travail effréné. Grayson se levait avant l'aube, s'occupait des tâches matinales à la ferme, puis se rendait à la scierie où il travaillait jusqu'au coucher du soleil. Il rentrait à la nuit tombée, mais vérifiait quand même les enclos, nourrissait les animaux, réparait ce qui s'était cassé pendant la journée. Clara ne travaillait pas moins. Elle se levait encore plus tôt pour avoir le temps de cuire ses tourtes avant de commencer le travail à la ferme. Puis, elle passait la journée au potager avec les animaux, à s'occuper de la maison. Le soir, elle recommençait à cuisiner pour le lendemain.
Ils ne se parlaient presque pas, manquant de temps et de force. Ils se voyaient à la dérobée, le matin quand Grayson partait et tard le soir quand il revenait. Parfois, Clara l'attendait sur le porche avec une assiette pour le dîner, et ils mangeaient en silence, trop fatigués pour parler. Au bout d'une semaine, Grayson tenait à peine debout. Ses mains étaient couvertes de nouvelles ampoules par-dessus les anciennes. Son dos lui faisait si mal qu'il ne pouvait plus se redresser. Il maigrissait, son visage s'était creusé, et des cernes sombres marquaient ses yeux. Clara n'allait pas mieux. Elle avait maigri, ses traits s'étaient affinés, ses mouvements étaient devenus brusques à cause de la fatigue. Un soir, en rentrant de la scierie, Grayson la trouva endormie sur le porche, adossée à la balustrade. À côté d'elle se trouvait un panier de tourtes invendues. Il la prit doucement dans ses bras. Elle était si légère, presque immatérielle, et la porta dans la maison, la déposant sur le lit. Clara ouvrit les yeux alors qu'il la couvrait. « Grayson » murmura-t-elle ensommeillée. « Dormez » dit-il doucement. « Vous êtes épuisé. Les tourtes. Il faut en faire pour demain. Je m'en occupe. Vous ne savez pas faire. J'apprendrai. Dormez, Clara. » Elle ferma les yeux, trop fatiguée pour discuter. Grayson sortit de la maison, trouva ses recettes et commença à déchiffrer. Il n'avait jamais cuisiné de sa vie, mais cela n'avait aucune importance. Il apprendrait. Au matin, il avait réussi à faire 6 tourtes. Elles étaient difformes, moins belles que celles de Clara, mais mangeables. Il les rangea dans le panier et le posa sur le porche. Clara sortit à l'aube, vit le panier et se figea. Puis elle regarda Grayson assis sur les marches, les yeux à peine ouverts. « Vous n'avez pas dormi de la nuit, » dit-elle. « J'avais promis de les faire. » Clara s'assit à côté de lui, prit une tourte et en croqua un morceau. Elle mâcha en silence, puis sourit. « C'est affreux, » dit-elle. « Absolument affreux. Je sais. Mais vous avez essayé. » « J'ai essayé ?» Clara posa sa tête sur son épaule, et Grayson sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être là, de vous battre avec moi. Dieu toujours, Clara, je me battrai toujours avec vous. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, savourant ce rare moment de calme. Puis Clara se leva. « Allons-y. Je dois refaire vos tourtes, et vous devez dormir au moins 1 heure avant d'aller travailler. Je peux tenir. » « Grayson, » dit-elle d'un ton sévère, « allez dormir. C'est un ordre. » Il obéit, car il était trop fatigué pour discuter. Il monta au fenil et s'effondra sur son lit. Il s'endormit instantanément, sans même entendre Clara retourner au travail. Une autre semaine passa. Grayson et Clara continuèrent à travailler jusqu'à l'épuisement, économisant chaque centime. Mais quand ils comptèrent l'argent, 2 semaines avant la date limite, ils n'avaient que $140. Il en manquait 60. « Nous n'y arriverons pas, » dit Clara en regardant l'argent étalé sur la table. « Même si nous travaillons tous les jours restants, nous n'atteindrons pas la somme nécessaire. » Grayson savait qu'elle avait raison. Il avait fait le calcul dans sa tête des dizaines de fois. Les mathématiques étaient implacables. « Alors il faut trouver un autre moyen, » dit-il. « Lequel ?» Grayson réfléchit. Il pouvait vendre son cheval, celui avec lequel il était arrivé. C'était un pur sang, il valait cher, mais il était en ville, à l'écurie où il l'avait laissé en se faisant passer pour un pauvre. S'il le récupérait et le vendait, les gens commenceraient à poser des questions. « J'ai un cheval, » commença-t-il prudemment. « Un bon cheval. Je l'ai laissé à l'écurie de la ville quand je cherchais du travail. Il vaut plus de $100. Nous pouvons le vendre. » Clara le regarda avec surprise. « Vous avez un cheval qui vaut $100 et vous travaillez pour être nourri ?» C'était la seule chose que j'ai gardée de ma vie d'avant. Mais s'il peut sauver la ferme, je le vendrai sans hésiter. Clara scruta son visage, et Grayson la vit lutter contre sa fierté. Accepter cette aide signifiait admettre qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule. « D'accord, » dit-elle finalement.
Vendons le cheval, mais l'argent qui restera après le paiement à la banque vous sera remboursé. Ce sera une dette que je vous rembourserai avec le temps. Clara, ce n'est pas négociable, dit-elle fermement. C'est ça où je n'accepte aucune aide. Grayson hocha la tête. Il comprenait à quel point il était important pour elle de conserver sa dignité, de ne pas se sentir redevable. Le lendemain, ils se rendirent en ville. Grayson récupéra son cheval à l'écurie, et Clara le vit pour la première fois. C'était un magnifique étalon-bail, aux poils brillants et aux yeux intelligents. Le palefrenier regarda Grayson avec étonnement. Un cheval de cette qualité ne correspondait pas à l'image d'un simple ouvrier. Ils amenèrent l'étalon chez le marchand de chevaux. L'homme examina l'animal, passa la main sur sa croupe, regarda ses dents. « Beau cheval, dit-il, une race rare. J'en donne $120. » « Il en vaut 200, objecta Grayson. « Peut-être à l'Est. Ici, personne ne donnera plus de $120 pour un cheval, aussi pur sang soit-il. Les fermiers ont besoin de chevaux de trait, pas de coursiers. » Grayson regarda Clara. Elle hocha la tête. $120 suffirait. « D'accord, » dit Grayson. Le marchand compta l'argent et ils retournèrent à la ferme avec les liquidités. Ils avaient maintenant $260, assez pour rembourser la dette, et il en resterait même un peu. Ce soir-là, Clara prépara un dîner spécial. Du poulet rôti, des pommes de terre, et elle y avait même fait une tourte. Ils étaient assis à table, et pour la première fois depuis des semaines, des sourires illuminaient leurs visages. « On a réussi, » dit Clara en levant son verre d'océ. « On a sauvé la ferme. »« Vous avez réussi, » la corrigea Grayson. « Je n'ai fait qu'aider. »« Vous avez fait plus qu'aider, » dit Clara en le regardant chaleureusement. « Vous avez donné quelque chose qui était important pour vous. Ce cheval, c'était un lien avec votre ancienne vie, n'est-ce pas ?» Grayson hocha la tête. « La dernière chose qui me reliait à ce monde. Mais ça en valait la peine. Vous en valez la peine, Clara. » L'air entre eux s'épaissit, se chargea d'une tension électrique. Clara se leva de table et s'approcha de lui. Grayson se leva également, et ils se tinrent l'un en face de l'autre, si proches qu'il sentait la chaleur de son corps. « Grayson, » murmura-t-elle, « j'ai peur. »« De quoi ?»« De ce que je ressens pour vous. Je m'étais promis de ne plus jamais laisser personne s'approcher autant. Après James, j'avais décidé de rester seul. C'est plus sûr. »« Plus sûr mais plus solitaire, » dit Grayson en levant doucement la main pour lui caresser la joue. « Clara, je ne suis pas James. Je ne vais pas mourir et vous laisser. Je vais rester ici, me battre pour vous, vous protéger. Vous ne pouvez pas promettre que vous ne mourrez pas. Non, je ne peux pas. Mais je peux promettre que tant que je serai en vie, je serai à vos côtés. Je vous aimerai chaque jour. Je ferai tout pour que vous soyez heureuse. » Des larmes emplirent ses yeux. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Mon Dieu, comme je vous aime, Grayson. » Il se pencha vers elle, et cette fois, personne ne les interrompit. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, prudent, plein de sentiments contenus. Clara passa ses bras autour de son cou, se serrant contre lui, et Grayson l'enlaça par la taille, sentant le monde entier se réduire à cet instant, à cette femme dans ses bras. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Grayson pressa son front contre le sien, sans la lâcher. « Reste, » murmura Clara. « Pas dans la grange. Reste ici, avec moi. Clara, je ne veux pas précipiter les choses. Je ne demande rien d'autre que ta présence. Sois juste là. Je ne veux plus m'endormir seul en te sachant si proche, mais si loin. » Grayson l'embrassa de nouveau, en réponse à ces mots. « Comme tu voudras, je resterai. » Cette nuit-là, ils la passèrent simplement allongés l'un à côté de l'autre sur le lit de Clara, habillés, enlacés. Grayson écoutait sa respiration, sentait les battements de son cœur. Clara avait posé sa tête sur sa poitrine, sa main reposant sur son cœur.
C'était à la fois innocent et profondément intime. Une proximité sans exigence, une confiance sans condition. Grayson regardait le plafond dans l'obscurité et réalisait que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Grayson appela Clara d'une voix ensommeillée. « Oui, quand tout ça sera fini, quand on aura remboursé la banque et que la vie sera plus calme. Qu'est-ce qu'on fera? Et je te demanderai de m'épouser, dit-il simplement, si tu acceptes. » Clara se souleva sur un coude, le regardant dans la faible lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. « Tu me le demandes maintenant? » « Non, sourit Grayson. Quand je te le demanderai, je le ferai correctement. Avec une bague, à genoux, en plein jour. Pour l'instant, je te dis juste que j'ai l'intention de le faire, pour que tu connaisses mes intentions. » Clara se mit à rire, un rire doux et joyeux. « Tu es un homme étrange, Grayson Martin. Je sais, mais tu m'aimes. »« Je t'aime, dit-elle, en reposant sa tête sur sa poitrine. » Follement. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, ignorant que le matin apporterait de nouvelles épreuves, que le père de Grayson n'avait pas abandonné ses recherches, que Cyrus Blake reviendrait, et cette fois, avec des questions auxquelles il serait plus difficile de ne pas répondre. Mais pour l'instant, ils dormaient, serrés l'un contre l'autre. Deux personnes qui avaient trouvé l'amour dans l'endroit le plus inattendu, au moment le plus inattendu. Grayson se réveilla, le soleil lui frappant le visage à travers la fenêtre. Il ouvrit les yeux et, un instant, ne sut pas où il était. Puis il sentit une chaleur à ses côtés, vit des cheveux sombres éparpillés sur l'oreiller, et tout lui revint. Clara dormait, blottie contre lui, sa main toujours posée sur sa poitrine. Grayson rajusta doucement la couverture sur son épaule et la contempla. À cet instant, elle paraissait si paisible, sans la tension habituelle sur son visage, sans le pli d'inquiétude entre ses sourcils. Il aurait pu rester ainsi éternellement, à la regarder dormir, à sentir son souffle sur sa peau. Mais les animaux n'attendent pas, et le travail à la ferme ne se fait pas tout seul. Grayson se dégagea doucement de son étreinte, en faisant attention de ne pas la réveiller, et se leva. Clara bougea et ouvrit les yeux. « Tu pars ?» demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. « Il faut nourrir les animaux, » dit Grayson en se penchant pour l'embrasser sur le front. « Reste dormir. Tu as bien mérité de te reposer. Je dois... Aujourd'hui, je m'occupe de tout. Toi, tu te reposes. Ce n'est pas négociable. » Clara sourit et referma les yeux, se replongeant dans le sommeil. Grayson s'habilla et sortit. Le matin était clair et frais, l'air sentait la rosée et la fraîcheur. Bandit surgit d'un buisson, miaulant avec insistance. « Oui, oui, toi aussi tu as faim, dit Grayson en prenant le chaton dans ses bras. « Allons, je vais te nourrir. » Il passa les 2 heures suivantes à accomplir les tâches matinales. Il nourrit les poules, ramassa les œufs. La poule noire tenta de nouveau de le piquer, mais il avait appris à s'y prendre, vérifia les moutons, donna du foin à Bessie. Le travail se faisait facilement, par habitude. Ses mains savaient quoi faire. Son corps bougeait automatiquement. Quand il retourna à la maison, Clara était réveillée. Elle se tenait sur le porche dans une simple robe d'intérieur, les cheveux défaits, et préparait le petit déjeuner. En le voyant, elle sourit. De ce sourire qui illuminait tout son visage. « Tu as tout fait ?» demanda-t-elle. « Tout. Les animaux sont nourris, les œufs ramassés, les enclos vérifiés. Vous êtes un bon ouvrier, monsieur Martin. J'essaye de plaire à la patronne, mademoiselle Whitmore. » Ils se mirent à rire, et c'était un rire léger, naturel. Clara versa du café, et ils s'assirent pour déjeuner. Un repas simple, une conversation simple sur les plans de la journée. Mais pour Grayson, c'était la perfection. Il n'aurait jamais pensé que le bonheur pouvait être si simple. Un petit déjeuner sur le porche avec la femme qu'on aime, des projets pour une journée de travail ordinaire. Après le petit déjeuner, Grayson se prépara à partir en ville pour déposer l'argent à la banque et régler la dette. Clara lui donna l'enveloppe avec l'argent et une liste de courses. « Sois prudent, dit-elle en le raccompagnant à la charrette. Ce n'est qu'un aller-retour en ville,
sourit Grayson. Que pourrait-il arriver? Mais en arrivant à Silver Creek, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il y avait plus de monde que d'habitude dans la rue principale, et tout le monde regardait en direction du saloon. Devant l'entrée était garée une élégante calèche familière. Cyrus Blake était de retour. Grayson arrêta la charrette près de la banque, essayant de ne pas attirer l'attention. Il devait régler la dette rapidement et partir avant que Blake ne le voie. Il entra. Derrière le comptoir se tenait le directeur de la banque, M. Holloway, un homme maigre, aux traits anguleux et au regard froid. « Bonjour, » dit Grayson. « Je viens pour le prêt de Clara Whitmore, pour effectuer le paiement. » Holloway leva les yeux de ses papiers. La totalité du paiement. La totalité. 200 $. Le directeur haussa les sourcils, surpris. Je ne m'y attendais pas, pour être honnête. Je pensais que nous allions devoir saisir la terre. Ce ne sera pas nécessaire, dit Grayson, en posant l'enveloppe sur le comptoir. Comptez et donnez-moi un reçu. Holloway se mit à compter l'argent lentement, comme s'il espérait trouver une erreur. Mais il y avait exactement 200 $. Il nota quelque chose dans un registre et rédigea un reçu. La dette est remboursée, dit-il à contre-cœur. Dites à Mlle Whitmore que la terre reste sienne. Je le ferai. Grayson sortit de la banque, soulagé. Un problème de moins. Maintenant, il devait faire les courses et retourner à la ferme avant que Grayson Martin. La voix le stoppa net. Grayson se retourna lentement et vit Cyrus Blake debout sur le porche du saloon. À côté de lui se trouvaient Thomas Harrison et quelques autres hommes de la ville. « Monsieur Blake, » dit Grayson d'un ton neutre, « pouvons-nous parler ?» L'avocat descendit dans la rue et s'approcha. En privé. « De quoi parlerions-nous? Vous cherchez un homme disparu. Ce n'est pas moi. »« Assez de comédie ?» dit Blake en s'arrêtant à quelques pas. « Je sais qui tu es. Je t'ai reconnu dès la première fois. Je t'ai juste laissé du temps, en espérant que tu reviendrais à la raison par toi-même. » Grayson sentit les regards des passants se tourner vers eux. La conversation attirait l'attention. « Pas ici, » dit-il à voix basse. « Pourquoi? »« Peur que ta fermière découvre la vérité, » dit Blake d'un ton moqueur. « C'est trop tard. J'ai déjà dit à tout le monde qui tu es vraiment. Le fils d'un des hommes les plus riches d'Amérique, qui joue au pauvre ouvrier. » Thomas Harrison s'approcha, le visage rouge de colère. « C'est vrai? » demanda-t-il. « Tu es un Richard qui a trompé Clara? »« Je ne l'ai pas trompée, » dit fermement Grayson. « Elle sait qui je suis. »« Elle sait, » ricana Harrison. « Et elle t'a quand même laissé rester? Je n'en crois pas un mot. Crois-le ou non, ce sont tes affaires. C'est entre Clara et moi. »« Non, ce sont les affaires de nous tous, » intervint quelqu'un dans la foule. « On ne veut pas que des riches des villes viennent se moquer de nous en se faisant passer pour des pauvres. » Grayson sentait que la situation lui échappait. Les gens commençaient à s'énerver et leur colère était dirigée contre lui. « Grayson, » dit Blake en s'avançant et en baissant la voix. « Ton père m'a renvoyé pour te ramener. Il est prêt à pardonner ce caprice si tu rentres maintenant. Tu reprendras l'affaire, tu épouseras Mlle Chandler et tu oublieras cette fantaisie de vie simple. »« Jamais, » dit Grayson si fermement que Blake recula. « Je ne rentrerai pas. Ma vie est ici, avec Clara. Alors ton père te déshéritera. Plus d'argent, plus de relations, plus rien. Qu'il le fasse. Je n'en ai pas besoin. » Blake le regarda longuement, puis secoua la tête. « Tu fais une erreur, une erreur. Cette femme, cette ferme, ce n'est pas ton monde. Tôt ou tard, tu le comprendras et tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt, » dit Grayson en se tournant vers sa charrette. « Dis à mon père que je ne suis plus son fils. Je suis libre. » Il monta sur la charrette et tira sur les rênes. Bessie s'éloigna lentement de la foule. Grayson sentait les regards des gens dans son dos, entendait leurs chuchotements. Mais il s'en moquait. Il avait fait son choix. Quand il retourna à la ferme, Clara travaillait dans le potager. En entendant le bruit de la charrette,
Elle se redressa et lui fit un signe de la main. Grayson arrêta la charrette et sauta à terre, se dirigeant vers elle. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en retirant ses gants. « La dette est payée, » dit Grayson en lui tendant le reçu. « La ferme est à toi, libre de toute obligation. » Clara prit le papier et ses yeux s'emplirent de larmes de joie. « On l'a fait, » murmura-t-elle. « On l'a vraiment fait. » Grayson la serra dans ses bras, mais Clara sentit la tension dans son corps et s'écarta. Que s'est-il passé? Blake était en ville. Il a dit à tout le monde qui j'étais. Maintenant, tout Silver Creek est au courant. Clara fronça les sourcils. Et alors? Alors les gens me regarderont différemment. Peut-être avec hostilité. Harrison est déjà contre moi. Qu'il regarde, dit Clara en lui prenant la main. Je me fiche de ce qu'il pense. Je sais qui tu es. Et c'est tout ce qui compte. Blake m'a transmis un message de mon père. Si je ne rentre pas, il me déshéritera. Et j'ai refusé de rentrer. Clara le regarda et il y avait tant d'amour dans ses yeux que le souffle de Grayson se coupa. « Tu as renoncé à tout pour moi ?»« Pas pour toi, » la corrigea-t-il. « Pour nous, pour la vie que nous pouvons construire ici. Cet argent, ce monde, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Clara, seulement de toi. » Elle l'embrassa là, au milieu du potager, sans se soucier de la terre sur ses mains, ni de la sueur sur son front. Elle l'embrassa comme pour lui transmettre tous les mots qu'elle ne pouvait pas dire. Quand ils se séparèrent, Clara souriait à travers ses larmes. « Alors construisons cette vie, dit-elle, ensemble. » Les semaines suivantes furent étranges. Quand ils allaient en ville, les gens les regardaient avec curiosité, certains avec réprobation. Thomas Harrison les ignorait ouvertement, mais il y avait aussi ceux qui se montraient compréhensifs. Madame Jenkins de la Poste, le vieux Thompson du magasin, quelques fermiers qui étaient eux-mêmes venus de l'Est en quête d'une nouvelle vie. Grayson continua de travailler à la ferme. Maintenant que la dette était payée, il pouvait respirer plus librement. Clara commença à faire des projets, agrandir le potager, acheter quelques moutons de plus, peut-être même une vache pour le lait. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher de soleil, Grayson sortit une petite boîte de sa poche. « Clara » dit-il, la voix empreinte de nervosité. « Oui ?» J'avais dit que je te le demanderais correctement. En plein jour, à genoux, avec une bague. Clara se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Grayson !» Il se leva de son fauteuil et posa un genou à terre, là sur le porche, en bois. Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague en argent avec une petite pierre. « Ce n'est pas un diamant, dit-il. Je l'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné moi-même. À l'aciérie. C'est une bague modeste pour une vie modeste. Mais je veux vivre cette vie avec toi, Clara Whitmore. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. Je veux travailler dans cette ferme, élever des enfants, vieillir avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Clara pleurait, sans cacher ses larmes. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Grayson. 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt et elle lui allait parfaitement. Puis il se releva et l'embrassa, longuement et tendrement, sentant le bonheur l'envahir. Ils se marièrent un mois plus tard, dans la petite église de Silver Creek. Il y avait peu d'invités, quelques amis de Clara, des voisins qui n'avaient pas jugé leur choix. Clara portait une simple robe blanche, qu'elle avait cousue elle-même, avec une couronne de fleurs des champs dans les cheveux. Grayson avait mis le seul costume correct qu'il avait pu acheter en ville. Quand le pasteur lui demanda s'il prenait cette femme pour épouse, Grayson répondit « oui ». Et ce fut le mot le plus simple et le plus important qu'il ait jamais prononcé. Ils retournèrent à la ferme en tant que mari et femme. Ils célébrèrent modestement, juste tous les deux, avec un simple dîner et une bouteille de vin que Thompson leur avait offerte en cadeau de mariage. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, enlacés, Clara murmura « Es-tu heureux ?»« Follement heureux, » répondit Grayson. « Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureux. Même sans les manoirs, sans les domestiques,
sans toutes ces choses auxquelles tu étais habitué? Surtout sans elle, dit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. Tout ce dont j'ai besoin est ici, dans cette maison, dans tes bras. Clara se serra contre lui. Je t'aime, Grayson Martin. Et je t'aime, Clara Martin. Son nouveau nom de famille sonnait juste, comme si cela avait toujours dû être ainsi. Un an passa. La ferme prospérait sous leur gestion commune. Grayson se révéla être un bon fermier. Il apprenait vite et travaillait avec enthousiasme. Clara découvrit qu'avec de l'aide, la vie était non seulement plus facile, mais aussi plus joyeuse. Ils agrandirent peut-être chacun le potager, achetèrent 3 vaches et une douzaine de nouvelles poules. Bandit était devenu un grand chat roux qui chassait les ratés mieux que n'importe quel piège. Un jour, Grayson reçut une lettre. Elle venait de Boston, et il reconnut l'écriture de son père. Clara se tenait à côté de lui quand il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un court message. Quote 28. Grayson replia la lettre et regarda Clara. « Mon père est fier de moi, » dit-il, surpris. « Bien sûr qu'il est fier, » sourit Clara. « Il a un fils formidable. Il me propose de me rendre mon héritage. » « Et que vas-tu répondre ?» Grayson réfléchit quelques secondes, puis secoua la tête. « Je lui dirai merci, mais non. Je n'ai pas besoin de son argent. J'ai tout ce qu'il me faut. » Clara l'enlaça, et ils restèrent ainsi sur le porche de leur maison, regardant la terre qui était devenue leur foyer commun. Au loin, les vaches paissaient, les poules caquetaient dans leur enclos. Le vent bruissait dans l'herbe. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Clara. « À quoi ? Que dans quelques années, cette maison deviendra trop petite. Il nous faudra plus de place. » Grayson la regarda et une lueur particulière brillait dans ses yeux. « Clara, tu veux dire que... » Elle posa sa main sur son ventre et sourit. « Au printemps, nous serons 3. » Grayson sentit le monde s'arrêter, puis se mettre à tourner plus vite. Il serra Clara dans ses bras, la souleva et la fit tournoyer, riant de bonheur. « Nous allons être parents ?»« Oui, » dit Clara en riant avec lui. « Tu es content ?»« Content ? Je suis aux anges. Je ne sais pas quoi dire. »« Alors embrasse-moi tout simplement. » Et il l'embrassa là sur le porche, sous le ciel du soir. Il embrassa la femme qui avait changé sa vie, qui lui avait montré que le bonheur n'était pas l'argent ou le statut, mais l'amour et le travail, les ampoules aux mains et la fatigue à la fin de la journée, la certitude d'avoir construit quelque chose de vrai de ses propres mains. Les années passèrent, les enfants grandirent, un fils d'abord, puis une fille, la ferme s'agrandit. Grayson et Clara vieillirent ensemble, leurs cheveux grisonnèrent, leurs mains devinrent plus rudes à force de travail, mais leur amour ne fit que se renforcer. Parfois, assis sur ce même porche bien des années plus tard, alors que leurs petits-enfants jouaient dans la cour, Grayson repensait à sa vie et souriait. Il avait fui Boston en quête de quelque chose d'authentique, et il l'avait trouvé dans une petite ville, dans une petite ferme, avec une femme qui lui avait appris à vivre. Clara, désormais aux cheveux blancs, mais avec les mêmes yeux bruns et les mêmes taches de rousseur, lui prenait la main. « À quoi penses-tu » demandait-elle. « À la chance que j'ai eue, » répondait-il. « D'avoir vu cette annonce pour un travail à ta ferme ce jour-là ?»« Moi aussi j'ai eu de la chance, » disait Clara en se blottissant contre son épaule. « Tu as été le meilleur ouvrier que j'ai jamais engagé. Seulement le meilleur ouvrier, et le meilleur mari, et le meilleur père, et le meilleur homme que je connaisse. » Grayson embrassait ses cheveux blancs, regardant la terre qu'ils avaient de cultiver ensemble pendant des décennies, les enfants et les petits-enfants qui étaient le fruit de leur amour. Il s'était fait passer pour un pauvre, alors qu'il était le plus riche de la ville, mais dans ce mensonge, il avait trouvé la vraie richesse. L'amour, une famille, un foyer. Et il comprit qu'il faut parfois tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. L'histoire de Grayson et Clara devint une légende à Silver Creek. Les gens la racontaient à leurs enfants. L'histoire d'un homme riche qui se fit passer pour pauvre et trouva le véritable amour. L'histoire d'une femme qui vit en lui non pas son argent,
mais l'homme qu'il était. L'histoire que le bonheur ne se mesure pas en or, mais en amour, en travail et en loyauté. Et chaque fois que quelqu'un passait devant leur ferme et voyait le vieux couple sur le porche, se tenant la main, il comprenait que le véritable amour existait. Il fallait juste être prêt à renoncer à tout ce qui n'a pas d'importance pour obtenir ce qui compte plus que tout au monde. Reloading. Shock dart. Initiated. It might be close. Shock dart. He's smoke screen. Our spike carrier is Oh. spike down. One's coming A. sewer. Last Screen. player standing. That's done. One's sewer, 2 tower. Turret out. Turret destroyed. Bro, they're playing peekaboo with me. Terminated. One enemy remaining. Oh No, my they're playing scared God. because they're scared. I need to smoke Last down round in the way, Buys way best quicker. guns I'm you not gonna plant anymore, actually. No, just Um, leave it. I'll I'm just plant. gonna leave the bomb. I just hate when you have to plant because you're I'm fine getting with planting. kills. Thank you for the follow, Icy Mermaid. Welcome in. Goated song. Honestly, I love it. Boogie with Eddie. You know, for having that comp, they really kind of struggling on defense. Reloading. Take flight. Enemy mark. Raptor. Scanning ahead. Oi! Here's the hunt! Place an alarm bot. Killed my bot. Fade alley. Down B. On site. On target. Fish close. I have the spike. Last player standing. No. And T. Nice kills. Switching sides. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. I'm glad I bought a full shield Alarm last bot out. second. I'm like, wait a minute, it's the last round. Oh, I didn't even notice. I could only afford I sold. Turret out. a stinger. And you sold? I You sell? sold. Ooh. Die. Need a drop. Can I get this? Good. Out of charges. Oh, sorry. We can do this. Scanning ahead. And I mean, Bot coming back. I'll push ramp with me. Spike planted. There's a Dude, chip Chamber, here. come on. 78. Push. At a gun. Enemy down. One more backside. Maybe both. Yeah, both backside. Both back. Last player standing. One enemy remaining. Sheriff. One top. Oh, Oh, nice shot. Wait, you were that fucking close. You were that fucking close. If you're not a good shot today, Oh, don't worry. There are other ways to be Touch his used. little, I'm just gonna little start cloak. baiting people. His little hood. I'm gonna start baiting people. Fuck Nice it. outfit. Thank you. I'm cosplaying as a maid today because we hit a sub goal. placing alarm bot. Like 2 weeks ago. Was it? I took a week off. I was supposed to do it that week, but I took a week off. And then no. I didn't do it last week. Then I took a week off and then now I'm here. Goal. Careful mid. Mhm. Exactly.
Smoking A. Coming A. Bomb grenade out. Love my box. Spike Hit the down Omen. A. He's out. Spike's here. They're gonna be under Raptor. Turret down. Finished. One Second enemy remaining. Spike down A. Reloading. Last unknown. Probably going through mid. Like, Any guns? I hate that his like Cam cyber is cam on. shows up. Yeah. Did you save me on a 30 pistol round? seconds left. I guess. I think he's gonna come through our spawn, so 10 seconds left. check it right. Clear. Where? Oh. Oh. They look like us, but are they us? So Good many shot, baby. questions. Sorry if I'm whiny. Sorry if I'm whining. No. I'm like, Yeah, yeah, I'm yeah. like ass. No, Girl. I'm Ow, fine. she's hitting me. Girl. No, it's not Alice in Wonderland. It's Alicia in Wonderland. Wait, my mom said I look like Alice with this because of but like a darker version of her. I said, you know Which what? There's Which like Alice? like normal Alice. Feeling area. Oh, hey man. She doesn't know the other one, but I was telling her about it. She doesn't know Calling my Twilight? bot. Madness? No. She's. Oh my god. Nice. Oh, I'm so sorry. No, I'm I so literally- sorry, that was ass. I had my gun out and then I took out my knife the second she wants to peek. I'm gonna drone out through heaven. Hold on. Omen on site. Oh, One's Omen on hell, site. one's two site, one's hell. Raise Omen pretty on sure. site. Both are. Last player standing. And T. That wasn't a headshot. Okay. We ran out of time anyway. And T, though, and T. God. Wait, I was like, you're speaking my language. I get eyelashes like that. Turret out. Speaking of Gel You're X, I need to do my Stevie nails. Man, huh? Mm-hmm. The only problem is you're not Asian. I'm not Asian. It's Smoke Day, I'm 5'3". supposedly. Girl, Coming back. Sage hit 70. She's hell. we're gonna see if I One shrunk. Screen. Spike planted. The eyes are down. Nice. Last player standing. 55 fade. One on Raptor. Ooh. Empty. You're sending. Oh my god, thank you. Unlovable Chud 67. W name, honestly. Oh man. Wait, am I muted? man. Okay, good. No. I actually fat fingered my mute key. They're gonna go A. If they go B, they're stream sniping. No, I'm kidding. Placing That's alarm bot. great. Turret out. Hey. Care for your feetsies. One's ramp. Dude.
dude. I know exactly. Down A. I'm actually about to fucking break something. Not in I yet. see you. Killed my bot. Oh, it's your ramp. Oh, 63 Sage. Spike planted. Are you muted? Oh, hello? Hello? Am I Hello? muted? It's like weird. Oh. I'd let you eat all the food at my fridge and take my money out of my wallet while I'm asleep. Prove it! Give it. No, I'm kidding. Garage. My you can smoke it up.